Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous allons évoquer ce soir le sacrifice et l'engagement d'un homme, un homme particulier qui a marqué l'histoire de la révolution algérienne, mais aussi l'histoire de la lutte du peuple palestinien pour son indépendance. J'ai nommé Mohamed Boudia. Il s'agit de revenir donc sur son engagement au sein de la Fédération de France du FLN pendant la guerre de libération nationale, revenir sur son théâtre d'engagement, son théâtre engagé, et enfin évoquer son engagement pour la lutte du peuple palestinien qui n'a pas cessé de réclamer son indépendance. Pour revenir sur le parcours de Mohamed Boudia, qui est mieux que Mohamed Karim Aswan, qui a consacré à ce militant, à ce grand militant, pas moins de 5 livres et une thèse de doctorat. Monsieur Mohamed Karim Aswan, vous êtes chercheur et universitaire. Vous avez travaillé pendant une trentaine d'années sur ce grand militant Mohamed Boudia, qui a vu le jour dans le quartier le plus prestigieux d'Alger, la Casbah. La Casbah, 24 février. Oui, 1932. 1932, effectivement. Si nous parlons de Mohamed Boudia, c'est le contexte qui l'impose aussi. Théâtre révolutionnaire, militantisme, et ce qui se passe maintenant à Gaza et en Cisjordanie, dans toute la Palestine en général, c'est la résistance pour la libération et pour libérer les territoires occupés par le sionisme génocidaire. Donc Mohamed Boudia, c'est un Algérien parmi d'autres qui ont effectivement consacré leur vie, leur jeunesse, leur avenir pour la justesse de cette cause. Voilà. J'ai parlé de la Casbah parce qu'il y a ceux qui disent que pendant la Nakba, il y avait des Algériens au niveau donc oui, notamment dans les milieux du Parti du peuple algérien à l'époque, qui voulaient partir pour justement s'engager avec les Palestiniens pour libérer les territoires palestiniens. Effectivement. 1945 déjà. Déjà en 1945, bien avant les années 30, vous aviez aussi des Algériens qui ont participé dans la première révolution dite arabe, mais en fait c'est la révolution palestinienne, dirigée par le Mufti Cheikh Al-Husseini, le Mufti Al-Quds. Donc il y avait des Algériens qui disaient justement à leur famille, voilà, nous allons partir à la Mecque, faire le pèlerinage, mais la plupart en fait restaient dans la Palestine et adhérer dans la résistance armée contre les Britanniques d'un côté, oui, mais contre aussi les premières organisations terroristes sionistes qui voulaient s'accaparer de la Palestine. Peut-être même bien avant, à commencer aussi vers les années 20, n'oublions pas que par exemple le nord de la Palestine, le Jalil, vous avez des familles algériennes installées depuis la moitié, la deuxième moitié du 19e siècle, ouais. Soit ceux qui ont accompagné l'émir Abdelkader, ou alors ceux venant de Turquie, ou alors ceux qui ont en fait été exclus, bannis à partir en 1871-70. Donc il y avait déjà une communauté algérienne, il y avait même des villages algériens, le sud du Liban et le nord de la Palestine, qui ont été parmi les premiers maquisards, parmi les premiers rebelles, parmi les premiers révolutionnaires moujahidines, qui ont contribué déjà vers les 1917-1918, après donc, le partage de Saïx-Beko, à la résistance justement anti-anglaise, mais aussi anti-sioniste, parce que le sionisme déjà est apparu vers la fin du 19e siècle et il a ciblé la Palestine comme étant son territoire d'occupation. Donc il y avait cet engagement. Va grandir, parce qu'en 1945, il avait donc 11 ans. Il va grandir dans
cet esprit d'engagement. Il y a eu 8 mai 45, etc. Donc, Après la mort de son père, il a quitté l'école, donc il était obligé donc, de travailler, je parle de Mohamed Boudia, donc de subvenir à sa famille. Donc il a fait tous les métiers de l'époque, la Casbah, la basse Casbah, Sostara généralement, et principalement vendeur de journaux. Et cette activité-là le marquera toute sa vie. C'est donc, en vendant ces journaux, il les lisait aussi. oui. D'où cette formation d'autodidacte, cet intérêt donc, pour l'information politique, pour l'information culturelle, etc. Ceci d'un côté. De l'autre aussi, en pleine jeunesse, il a adhéré aussi au scoutisme musulman. Musulmans, oui. Donc c'était le groupe... Qui était une école du nationalisme, Effectivement, incontestablement. il y avait un groupe de scouts musulmans de la Casbah auquel Mohamed Boudia a fait partie, ainsi que d'autres militants nationalistes à l'époque. C'est un groupe qui côtoyait aussi Nadi Taraqi, le cercle du progrès, qui était juste à côté, Oui. en front de mer. Donc vous avez les ulama, vous avez Les réformistes, d'une manière générale. le nationalisme d'une façon générale, l'UDMA, PPA, ulama, etc. Donc, et vous avez le mouvement syndicaliste autour. Donc c'est dans ce climat-là que sa jeunesse a été formée en quelque sorte. Et puis il y a le milieu sportif, donc on doit le souligner également. Il était très très Le proche milieu sportif, je pense que... de ce club de Soustara, donc qui était son quartier. Je pense que nos amis de l'USMA seront contents parce que lui a été toujours en fait un usmiste convaincu et dans les eaux. Mais ceci dit, il n'était pas aussi adversaire ou ennemi à Mouloudia parce qu'ils se côtoyaient journalièrement et... D'ailleurs, son frère était donc mouloudien, lui. Voilà, Omar, qui était son demi-frère aussi, était un mouloudien. C'est un ancien journaliste qui après l'indépendance, participera à la page sportive d'Alger ce soir, que Bourboune et Boudia vont créer comme le premier quotidien du soir. Et donc ça allait très bien, puisque Omar et Mohamed se retrouvaient avant 1962 dans la même fédération de France, pour le même combat. Voilà, donc en 1954, il quitte l'Algérie pour la France. 1955, je pense. 55 exactement. Il est dans les environs donc, de Dijon. Et il est là, n'oublions pas qu'il était aussi dans l'activité théâtrale. Oui. N'est-ce pas, grâce au CRAD. Il ne va pas durer longtemps dans ce groupe, mais c'est à partir de 1956 où il prend contact avec justement la résistance algérienne en France. Et c'était la fédération à cette époque, le premier groupe de la Fédération de France, qui était en fait la section, disons, de France du MTLD et PPA. Du MTLD principalement. Donc c'est là. Donc il est présent aux premières heures, disons, du combat libérateur en terre de métropole coloniale. À partir de là, il va développer des aptitudes. C'est des aptitudes donc d'organisateur, des aptitudes de quelqu'un de discret, de quelqu'un d'efficace et d'agitateur de premier rang. Mais c'est beaucoup plus sa formation, parce que n'oublions pas qu'il a fait aussi le service national, disons le service militaire de la colonisation, et c'est là où il a appris des aptitudes par exemple, dans certaines spécialités, c'est-à-dire dans la préparation des explosifs, etc. Et c'est à partir de 1956 que la Fédération de France l'avait versé dans la spéciale. La spéciale, c'est l'organisation spéciale qui a été créée donc à partir de 1957 en France pour préparer justement
l'ouverture d'un second front sur le territoire sur le français. territoire. Oui. Mais avant cela, vous avez aussi le groupe de choc, c'est-à-dire le service d'ordre de la fédération De France. de la première fédération avec donc Avant les Boudaoud, avant Boudaoud. Aboul Boudaoud, Boul Harouf Oui. et d'autres. Dans le choc, c'est-à-dire le service d'ordre, c'est-à-dire le service en fait qui était lié à l'organisation de la fédération, à l'organisation financière, beaucoup plus. Son objectif, c'était c'est-à-dire De former, de protéger donc les militants et les cadres militants des différentes cellules et organisations du FLN-ALN en France. Et Mohamed Boudia faisait partie de ce groupe qui protégeait justement ces cellules et ces militants. Et il faut dire qu'après, les choses ont été évoluées avec l'apparition du MNA et donc de l'entrisme de la part des services secrets De la DST à l'époque. Oui. DST, le SDEC surtout, n'est-ce pas? Et là, Mohamed Boudia va être chargé d'autre chose. D'opérations spéciales, justement, un service, j'allais dire contre-espionnage, on ne l'appelait pas comme ça, mais c'était justement de surveiller. Ces services déjà existaient dans l'organigramme de la révolution algérienne. Vous avez le MAL qui avait le DVCR et le DDR, donc les informations extérieures et la vigilance. Donc toute cette expérience-là, même si Mohamed Boudia n'a jamais fait partie du MAL, mais l'organisation à laquelle Mohamed Boudia et ses militants, ses frères militants et sœurs surtout, n'oublions pas aussi qu'autour de Mohamed Boudia à cette époque, il y avait des femmes algériennes, des militantes, et les femmes de la Fédération de France, on n'en parle pas beaucoup. Exactement. Elles étaient très très efficaces, dont sa femme, dont la femme de Mohamed, était en fait une militante. Elle avait un café-restaurant qui regroupait justement les militants clandestinement. C'était un lieu de réunion et de contact clandestin. Et c'est là où vous avez déjà sa petite famille qui va contribuer énormément à l'avancée des événements. Donc, automatiquement, Mohamed Boudia va changer, disons, de lieu pour l'exigence. Il appartenait donc à la région de Paris. Par la suite, il sera renvoyé à Lyon et finalement à Marseille. Alors, Marseille 58, donc on est le 24 août 1958, il fait partie donc de ce groupe, ce premier groupe qui vont lancer l'opération Mourpiane. D'ailleurs, c'était la principale opération qui va marquer le lancement du second front de lutte sur le territoire même de l'ennemi. Elle a tellement choqué, chamboulé les instances coloniales du général de Gaulle de l'époque, au point où l'incendie a pris quand même plusieurs jours. Une quinzaine de jours, on parle de 15 jours. Afin de l'éteindre, etc., plus des victimes. Mais c'est surtout la technicité de cette opération qui a un petit peu choqué les instances coloniales et la participation de femmes. Ouais. On n'en parle pas trop. Il y avait l'élément féminin militant et révolutionnaire qui, grâce à elle, cette opération a réellement réussi, notamment dans le système, disons, de reconnaissance, de port d'armes, d'explosifs, etc. Il y a eu quand même c'était une chaîne, disons, il n'y avait pas que pour Morpiane, mais malheureusement il y avait certaines opérations qui n'ont pas été assez élaborées, où on a vu quelques bombes qui explosaient au retard ou d'autres, etc., pour des insuffisances techniques. Mais celle de Morpiane, en fait, ça a marqué, ça marque toujours d'ailleurs. C'était un tournant, donc on parle véritablement du lancement de ce second front, mais il sera arrêté la même année, en 58, justement lorsqu'il a tenté de cibler un autre
pipeline. Oui, en 1958 déjà, au niveau, à l'intérieur de l'Algérie, à l'intérieur du pays, la lutte armée a connu quand même d'énormes difficultés. Oui, On allait presque exterminer, disons, la résistance les maquis, armée, exactement. le maquis. Et l'arrivée, et le choix, et l'événement, et le choc d'ailleurs, et le repli, si vous voulez, de l'opération américaine a totalement chamboulé les stratégies militaires françaises. C'est bien après qu'il découvre, par exemple, que la forêt de Fontainebleau allait totalement brûler, n'est-ce pas, avec tous les stocks de kérosène qui allaient, à un certain moment, faire l'objet d'attentats. Oui, ils seront arrêtés parce qu'ils seront 14. 14 personnes, dont des militantes. Et là commence l'autre aventure politique de Mohamed Boudia, et celle d'organiser les militants sur des plans non seulement politiques, mais aussi culturels et même sociaux. Alors, de Fresnes au Beaumet, en passant par Angers, la dernière station, entre guillemets, alors il y avait Mohamed Boudia, d'ailleurs on le faisait changer de prison, c'est pas parce pour que... casser... C'est pas uniquement pour casser l'élan politique et organisationnel qu'il créait autour de lui, c'était aussi par les tentatives d'évasion. N'est-ce pas? À chaque prison, donc, il tentait... Parce qu'il a fait la santé, Fresnes, les Baumettes et Angers. Et Angers en finalité. Oui, à l'intérieur de la prison, alors il commence d'abord à organiser autour des militants politiques ce qu'il appelle la formation artistique. Ouais. Voilà. Et c'était la période où on ne reconnaissait pas chez les militants du FLN le statut de politique. Ouais. Donc automatiquement, avec ses camarades prisonniers, il commençait à faire de l'activité culturelle. Donc il demandait au directeur, voilà, nous allons faire un petit spectacle à l'occasion du Mouloud, à l'occasion du Laïd, etc. Donc il commençait par passer des textes et des scénettes de Molière jusqu'à les premières ébauches de sa pièce Naissance. Naissance, qui a été représenté à Angers. À Angers, oui. Par justement des comédiens prisonniers. Prisonniers. Oui. Voilà. Ceci d'un côté. De l'autre côté, vous avez aussi les prisonniers de droit commun, Boudia Mi'afesh, c'est-à-dire ne faisaient pas la distinction entre les militants et ceux qui sont condamnés pour des crimes et autre chose. Non, il demandait à ce que ses frères, donc militants, prisonniers politiques, aillent instruire ces prisonniers de droit commun, soit en français, soit en arabe. Donc il y avait des séances de lecture, etc. C'est vrai, c'était un homme discret, mais il avait un contact facile avec les autres, c'est ça. Gentil, souriant, sociable. Il avait et au fond un très fort caractère. C'est ce que nous décelons à partir de témoignages d'anciens militants et d'anciens compagnons, même dans la résistance palestinienne. Et donc automatiquement, il avait ce charisme d'être très, très accepté, très écouté, très apprécié. Et ça va lui servir justement après 1965, là, sa participation à la cause palestinienne, quelque part, il a été approché par... On revient à Angers, donc voilà. Cette fameuse prison. Donc il va s'évader quand même. Donc après plusieurs tentatives, d'Angers, il va s'évader, mais comment? Il avait des tentatives avec le réseau Johnson, qui ont échoué, pour des raisons historiques. La dernière évasion a été en fait préparée par le réseau Curiel, qui allait remplacer le réseau Johnson, puisque Johnson a été arrêté, etc. Et nous connaissons le procès historique du réseau. Donc c'était le réseau Curiel, ce grand militant justement égyptien, qui ont pris en charge l'évasion non seulement de Mohamed Boudia, mais d'autres militants aussi.
Et ils l'ont transporté sur le territoire suisse. Et puis il va rejoindre Tunis, où il va rejoindre justement le groupe, Effectivement, les troupes, la fameuse troupe du FLN. Les documents qui sont révélés mis, disons, à la disposition du public de la part de la justice suisse démontrent bien que Mohamed Boudia et d'autres militants sont entrés en Suisse clandestinement, sans que les autorités suisses ne le savent. Ils ont été pris en charge par l'ancien réseau et la représentation de la révolution algérienne, qui date déjà des années de 1955 à Genève. Donc il y avait tout un appareil, avec le soutien bien sûr de beaucoup de militants suisses, il faut le dire. Donc entrant clandestinement, transporté vers la Tunisie. À Tunis, donc, il va se lier d'amitié avec À Tunis, il intégrera directement. la troupe, mais il sera très très proche de Mustafa Ket. Il intégrera d'abord la commission culturelle du FLN, Oui. dont Mourad Bourboun, en fait, était la clé de l'organisation. Et au milieu, vous avez la troupe théâtrale de la troupe du FLN, la troupe artistique. Vous avez Mustafa Keteb, qui est en fait le patron, entre guillemets, le premier responsable donc, de la troupe théâtrale. Et il va intégrer et se lier d'amitié avec Mustafa Keteb. Et avec Abdelhalim Raïs, Keltoum, Donc à Tunis, après c'est l'indépendance, donc il va venir, il sera le premier directeur du Théâtre National Algérien. C'était prévu qu'il soit, selon le témoignage qui m'a été de feu Mustafa Toumi, Allah yarhamou, oui, il a été désigné comme premier directeur, mais il a totalement refusé. Je dis quand même, nous avons un frère aîné, un militant qui s'est donné à la cause culturelle de la Révolution. Je lègue ça à ces Mustafa. Ouais. Et donc je ne prends pas les clés de l'ex-opéra qui va devenir par la suite Théana, et il restera administrateur jusqu'à 1965. Mais en même temps, il n'a pas quitté ses activités journalistiques. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'administratif. Oui, Chose que j'ai pu constater en fouillant par exemple les archives du fameux théâtre de l'Ouest parisien où il était administratif. Et donc il y avait tout un truc de comptabilité, d'administration, d'organisation. C'était pas quelqu'un qui était voué à l'administration, c'est quelqu'un qui... C'est un homme d'action. Oui, c'est le terrain, c'est l'extérieur. Il est organisateur. Il est là pour assister à toute activité artistique ou autre, mais en fait l'administratif c'était pas du tout son dada. Donc au Théana, le Théana est devenu un cercle culturel. Le Théana était le siège aussi de la caravane artistique. Oui. C'est à partir du Théana que la caravane artistique qui allait tourner donc, dans tout le pays à cette époque. Donc avec le Cheikh Lanqa, donc la troupe du Chabi, les différentes troupes du Chabi, pas uniquement une seule. Donc c'est les troupes kabyles, les troupes même Touareg. Ouais. Donc c'est au sein du TNA que tout s'organisait. Les premières discussions sur la culture nationale, même s'il a été, disons, initié par Bourboun. Par Bourboun, mais aussi par la direction du FLN, la charte d'Alger, la création donc, du FLN en 64. N'oublions pas qu'en 63 déjà, le TNA, bon, c'était pas Mohamed Boudia uniquement, mais il y avait tout un panel, un groupe. Il y avait l'ancienne génération et puis il y avait la nouvelle génération donc, qui ont rejoint, comme Agoumi par exemple, etc. Oui, alors là c'est une autre histoire. Voilà. Moi je voulais insister sur la question qu'avant la charte d'Alger politique,
64, il y avait la charte du Théâtre déjà, n'est-ce pas, du Théâtre national en 63. Et la création du Théâtre national, c'était sur la base d'une charte qui insistait sur les orientations, les grandes orientations du théâtre en Algérie. Ceci dit, les comédiens qui allaient faire justement le bonheur du Théâtre national, là, c'était l'idée de Mohamed Boudia. C'est créer à Sidi Frej et à Bourj el-Bahri actuel des ateliers de regroupement de jeunesse. Alors, qui étaient ces enfants qui le regroupaient? C'était d'abord des enfants victimes de la guerre de libération. Enfin, c'était des orphelins. C'était les fameux sireurs. Et à partir de là, ils sont regroupés dans les camps de jeunesse de Sidi Frej et les camps artistiques de Fordlo, Bourj el-Bahri actuel. Et ces enfants-là, ils sont assistés par une formation artistique et culturelle dont les amis de l'Algérie, c'est-à-dire les Français et les Européens qui ont contribué à soutenir la guerre de libération nationale à l'étranger, qui venaient en fait faire la formation artistique et sportive même de ces enfants-là. Donc à partir de là, vous avez ceux qui vont émerger comme acteurs, Goumi. Il y a toute une génération qui vont porter ce théâtre. Mais en même temps, Mohamed Boudia avait également cette idée d'informer le peuple algérien à travers une presse algérienne. Donc c'est pourquoi, parce qu'à l'époque, il y avait encore la presse de l'ancienne puissance coloniale qui était dans les kiosques à Alger. Donc, et c'est comme ça qu'il a pris la décision, avec Bourboun d'ailleurs, de créer le fameux journal Alger ce soir. Oui. Alors, quand on parle de culture, d'abord, au niveau de structure, lorsqu'on évoque l'Union des écrivains algériens, Mohamed Boudia est toujours là. Oui. Il est assez présent. D'ailleurs, il crée Novembre comme étant l'organe de l'Union des écrivains. La revue, donc c'était lui également le créateur de la revue Novembre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce monsieur. Il est créateur de Novembre. Il est créateur d'Alger ce soir. Son nom n'apparaît nulle part, n'est-ce pas? Donc il est initiateur, il est organisateur, il lance l'idée, il aide, mais il ne se met jamais en avant. Et ça nous enseigne aussi sur la personnalité. Uniquement la modestie. Alors, 1965, il quitte Alger pour Paris, pour entamer une nouvelle carrière. Donc, oui, dans le contexte difficile justement du 19 juin, et bien après, donc il était obligé de s'auto-exiler quelque part. Donc il passera par la Tunisie, et là, il rejoint la famille artistique. Et principalement donc la famille des militants, de ceux qui sont restés fidèles à Curiel, etc., qui vont justement soutenir d'autres causes. Le premier contact qu'il a eu donc bien avant la cause palestinienne, mais disons dans l'organisation, disons, politique maghrébine. C'est Ben Barka. C'est Ben Barka, autour de l'organisation de Mehdi Ben Barka. En France, il y avait beaucoup d'Algériens qui soutenaient le combat de Ben Barka contre le Makhzen féodal. Déjà, nous parlons des années 60. N'est-ce pas? Les choses vont évoluer après donc, juin 1967. Et l'agression donc sioniste contre les pays arabes. Et c'est là où nous parlons de Nekba, une deuxième Nekba. Une deuxième Nekba. Dans la cause palestinienne.
Alors, les années 67-68, c'était aussi le climat qui régnait en France et dans toute l'Europe. C'est cette fameuse révolution donc, contre les institutions bourgeoises et archaïques. C'est la révolte de la jeunesse. Et nous n'oublions pas l'écho de la guerre du Vietnam, qui a joué un rôle important. Et donc, toute cette jeunesse, toute cette immigration regroupée dans des organisations, dans des associations, notamment le mouvement des travailleurs arabes, par exemple, qui était très lié à la cause palestinienne. Donc, il y avait des Maghrébins d'une façon générale, et Mohamed Boudia était administrateur du théâtre de l'Ouest, déjà en 1966. Oui. Le théâtre de l'Ouest parisien, à Boulogne-Billancourt, une région connue pour les luttes syndicalistes des Algériens depuis des décennies. Donc il y avait une tradition. Donc Mohamed Boudia, il est dans le milieu. Il est dans son milieu naturel, c'est-à-dire de la résistance et de l'action culturelle. Il fera de cette salle de 200 places un siège de l'activité contestataire aussi. Exactement. Contestataire, donc contre tout ce qui est le sionisme et l'impérialisme. Donc tout se passait dans les soirées. En voyant le programme de ce théâtre de l'Ouest parisien, vous avez des activités tout à fait normales. Des pièces que j'ai jouées, vous avez les adaptations de Molière, y compris le théâtre scolaire, etc. Mais vous avez le soir des activités propres à la communauté maghrébine. Et puis ça va devenir le siège donc, de la résistance palestinienne, un siège de manière... Le siège... pas tout à fait, parce que déjà... Clandestin. Voilà, l'action clandestine, c'est-à-dire le lieu de ralliement à la cause palestinienne. Appelons-le ainsi. Parce que la résistance palestinienne en France, elle était déjà organisée, n'est-ce pas? Elle avait déjà son représentant de l'OLP, et vous avez aussi des représentants un petit peu partout de l'OLP, à Rome, en Allemagne, etc. Même si en France ou en Allemagne était de façon un peu semi-clandestine, mais quand même ils avaient leur propre représentation. Alors Boudia, ses premiers contacts avec les Palestiniens, c'était avec l'organisation de la libération de la Palestine, l'OLP, c'est ça? Déjà, déjà en 64, en 64, en Algérie, l'ouverture du premier bureau de la représentation du Fatah, qui allait devenir par la suite l'OLP, le bureau. La rencontre entre Mohamed Boudia et Abou Jihad, il faut en parler un jour. Voilà. Donc, c'était là le premier contact donc, avec la cause palestinienne. En France, tous les Algériens qui étaient autour donc, de Mohamed Boudia, et début des années 70, il va faire appel à d'autres Algériens pour soutenir justement cette cause, obliger Boudia à se structurer. Et donc il avait créé ce que moi j'ai pu appeler l'organisation Mohamed Boudia, où il n'y avait que des Algériens, où il n'y avait que des Saad Absi en tête. Voilà, il y avait aussi des penseurs. Mais avant la mise en place de ce groupe de choc d'ailleurs, oui, c'est des anciens militants du choc, justement. Il y avait cette rencontre à Cuba avec Wadi Haddad, qui était également une rencontre déterminante, dont le processus sera donc lancé par la suite. C'est des éléments qu'il faut approfondir, parce que je sais que lorsque Che Guevara est venu passer quelques semaines en Algérie, dans un cadre bien sûr restreint, révolutionnaire, parce que les Cubains en 64
était présent. Et là, il faut en parler fortement. D'ailleurs, les archives cubaines en parlent maintenant. Et c'est un moment crucial dans notre histoire. Dans la fameuse guerre du sable, Ah oui, l'agression du Marzen féodal, oui. Les Cubains, ils étaient présents militairement. Et donc, Che Guevara ne venait pas en touriste pour passer le réveillon de 64-65. Non, au contraire, c'était en fait le représentant de la révolution cubaine. Et c'était tout à fait normal que Boudia prenait contact avec Che Guevara, et des discussions, et on dit même qu'il a passé presque 4 heures ou 5 heures à discuter de beaucoup de choses. Donc parmi ces beaucoup de choses, c'est-à-dire de la résistance anti-impérialiste à cette époque, et comment réactiver l'OSPAL, l'Organisation de solidarité des peuples, dont Mehdi Ben Barka était l'initiateur. Donc il y avait tout un programme internationaliste déjà en 1964, en pleine construction de l'État algérien. Je pense qu'il est allé dans le même avion de retour de Che Guevara à Cuba. Et c'est là où il avait connu Wadi Haddad, qui était en fait Wadi Haddad, qui représentait la résistance palestinienne à Cuba. Et il voulait prendre contact et s'imprégner de la révolution cubaine. D'ailleurs, le FPLP dès 69 est resté jusqu'à aujourd'hui très imprégné de la philosophie de l'expérience cubaine. Donc, et à partir de là, vous avez tout un développement organisationnel, politique, etc. Alors, à partir donc de 64, là, mais à partir de 1970, les choses sérieuses commencent. Donc, Mohamed Boudia, le résistant, l'artificier donc de la Fédération de France, va se mettre donc d'une autre façon au service de la cause palestinienne. Oui. Alors, le premier contact aussi, c'est-à-dire la première liaison entre la résistance palestinienne qui était en Jordanie, n'est-ce pas, et au Liban, mais essentiellement en Jordanie. Et la France, c'était un intellectuel libanais qui préparait sa thèse de doctorat sur la poésie moderne. Et c'est Kamal Khairbek, qui était un militant d'un parti nationaliste syrien, mais qui était lié à la cause palestinienne. Il faisait d'ailleurs en France, sa tâche était de regrouper tous les militants, tous les étudiants palestiniens et du Moyen-Orient pour la cause palestinienne. Et là, Mohamed Boudia prend contact avec Kamal Khairbek, qui va devenir en fait son ami très très proche. Et c'est Kamal Khairbek qui va permettre à Mohamed Boudia d'aller en Jordanie, bien sûr en connaissance du groupe dont j'ai parlé, Absi, Lakhdar, aussi un philosophe proche de Sartre, un Tuniso-algérien, même s'il est d'origine algérienne beaucoup plus, un grand intellectuel. Et donc il va visiter les camps palestiniens qui sont des réfugiés, oui. Les camps militaires. Les camps d'entraînement, oui. Les camps d'entraînement du Fatah. Oui. Donc c'est là où Mohamed Boudia, d'ailleurs nous avons une image très rare, oui, en train de Mohamed Boudia prenant le thé avec les bédouins mais en fait c'est des résistants. Voilà. Oui. Donc c'était un camp d'entraînement du Fatah. Et c'est à partir de là qu'ils se posaient des questions. Ont-ils besoin de quelque chose? Oui, ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de cette intelligence algérienne. Ils ont besoin de ce militantisme, de cette expérience militante algérienne. Bon, je vous ai dit. Certains ont dit c'est à partir de cette expérience, quand il revient en France, il décide de mettre en place la même organisation spéciale, la spéciale. C'est-à-dire il a calqué le modèle de la Fédération de France pour mettre spécial pour... Cette organisation ne l'a jamais quitté. Oui. Il a toujours intégré dans son quotidien.
Depuis 1966 déjà, depuis qu'il a quitté forcé politiquement. Et en France, il a repris ses contacts avec le réseau de la spéciale. Et à partir de là, cette organisation a été mise au service de la résistance palestinienne. Oui. Voilà. Alors, la résistance palestinienne partagée entre Septembre Noir, c'est-à-dire l'organisation des opérations extérieures du Fatah, et plus exactement des services du RASD. Déjà, Fatah, quand elle a créé les services de renseignement en les dénommant RASD, elle s'est imprégnée quelque part de la révolution algérienne. C'est la fameuse direction de la vigilance et du contre-renseignement. Donc, automatiquement, Mohamed Boudia n'a pas quitté cette structure, ne s'est pas débarrassé, au contraire. Et en France, il a capitalisé l'expérience algérienne. Et il se déplaçait aussi dans toute l'Europe. C'est grâce à ce système-là de vigilance et de surveillance et de sécurité qu'il a toujours accompagné. Pour cela, je pense qu'il avait en tête à cette époque que l'ennemi était partout. N'est-ce pas? Et s'engager dans la résistance palestinienne, c'est rajouter d'autres ennemis de moult violences, un peu plus à ceux qui s'y opposaient. N'est-ce pas? Donc à partir de là, c'est toute l'organisation des Algériens autour de Mohamed Boudia qui était mise en service, au service donc des différentes organisations palestiniennes. C'est pour cela que le jour de son assassinat, le seul message fort de la part des Palestiniens, c'était de lui rendre hommage au nom de l'OLP et non pas au nom du FPLP ou du Fatah, etc. Voilà. Même jusqu'à présent, je pense que le FPLP ne met pas Mohamed Boudia en avant, c'est par pudeur et par respect du choix de l'homme et de l'action de l'homme et du groupe d'Algériens. C'est-à-dire que les Algériens ont toujours soutenu les Palestiniens en général et non pas une déformation. Son engagement était complètement désintéressé. Désintéressé, au contraire, il va rajouter quelque chose, il va aider la résistance palestinienne à s'ouvrir à d'autres organisations politiques européennes. Alors, quelles sont maintenant les opérations auxquelles il avait préparé ou bien qu'il a lui-même organisées? Nous savons qu'il y avait des opérations ratées, on va commencer par ces opérations, parce qu'il avait projeté par exemple de commettre des attentats à Tel Aviv. Donc, alors, rendons à César ce qui lui appartient. D'abord, ces opérations étaient réfléchies, organisées, structurées par les Palestiniens eux-mêmes. Oui. Voilà. Quand il s'agit de la France ou de l'Europe, je lis quelques documents, quelques propos qui sont d'une inexactitude terrible, disant que Mohamed Boudia était le chef ou le responsable ou le premier, des opérations spéciales en Europe pour les Palestiniens. Lui ont même donné un sigle COSP, je sais quoi. Oui, il apportait le soutien. Et il apportait le côté matériel. Le savoir-faire également. Le savoir-faire. Oui. Mais sinon, les Palestiniens avaient les moyens d'avoir leur... Ils avaient l'initiative. Mais tout se préparait, c'est-à-dire par les organisations palestiniennes, que ce soit le Septembre Noir ou le FPLP généralement. Mais c'est à partir, disons, de 1972, c'était le contact qu'il a eu, lui, à Beyrouth, avec Ghassan Kanafani et Bassam Abou Sharif, qui deviendra en fait l'agent de liaison entre lui et Wadi Haddad, qui était installé au Yémen démocratique, Yémen du Sud à cette époque. Et Wadi Haddad était le responsable, membre du bureau politique
pour que l'on ne saisisse pas que c'est une organisation parallèle à une organisation terroriste, entre guillemets, criminelle. Non, Maoudi Haddad, membre du bureau politique du FPLP, responsable des opérations extérieures, donc, qui était installé au Yémen, parce que le Yémen, à cette époque, le Yémen démocratique, appuyait cette cause. Il était beaucoup plus facile donc d'agir. Et à partir de 1972, il y a une adhésion presque organique de la part de Mohamed Boudia aux thèses et à l'action du Front populaire. Et le Front populaire avait ses stratégies, avait ses projets. Il était tout à fait normal qu'il demandait donc l'aide et le soutien du réseau de Mohamed Boudia, donc de l'organisation, disons, de Mohamed Boudia. Alors, quand est-ce qu'il sera donc ciblé par l'entité sioniste? À partir de quel moment? À partir du moment où les trois leaders palestiniens, Abou Youssef al-Najjar et deux autres, ont été assassinés à Beyrouth. C'est là où l'opération colère de Dieu, entre guillemets, n'est-ce pas, du Kédon, qui était le service opérationnel du Mossad, c'est-à-dire le service criminel. Ouais. Voilà. Donc on passait à l'élection ce que nous avons vécu il y a quelques jours, justement. Ouais. L'assassinat du membre du bureau politique du Hamas et tout récemment l'un des leaders militaires du Hezbollah, et donc de la résistance islamique du Liban. Donc, vous voyez, le sionisme continue toujours sur le même schéma classique. Oui, donc, disons que voilà, quand on assassine tel ou tel chef, automatiquement le reste va suivre. Bon, ça ne fonctionne pas et ça ne peut pas porter atteinte en réalité. Avec l'assassinat donc, des trois leaders palestiniens du fait croyant que c'était eux les responsables de Septembre Noir, d'autres dirigeants vont émerger, d'autres dirigeants vont être assassinés. Mohamed Boudia faisait partie de cette liste. Donc, qui ne touchait pas uniquement le Front démocrate et le Front populaire, mais il a touché aussi à d'autres organisations palestiniennes. Est-ce qu'il savait qu'il était filé par Oui, je pense bien. Bon, le témoignage de sa famille peuvent en apporter d'autres, mais je pense bien que de la part d'un militant qui s'est engagé dans cette voie, il est tout à fait normal qu'il considère qu'il est en danger, qu'il est la cible. Pourquoi donc un militant aussi perspicace, aussi méfiant n'a pas changé de voiture? Parce qu'il prenait pratiquement la même voiture. Celle qui a été piégée d'ailleurs. Hein. Oui, cette voiture, justement, il y a Rachid, son fils, qui a porté le témoignage. Cette voiture, il n'avait pas à la changer, puisqu'au fait, c'est Absi, c'est Saad Absi en fait, qui était le lien. Parce que là, à partir des assassinats des leaders et des responsables, et surtout après l'attentat de Mahmoud Hamshari, oui. C'est là où Mohamed Boudia avait pris ses précautions. Mais c'est des précautions où Saad Absi était là. Saad Absi qui restait en fait le contact avec les Palestiniens. Les Palestiniens et d'autres organisations aussi qui étaient liées à la résistance palestinienne. Donc, il faut citer quelque chose quand même qui est assez bizarre. Les renseignements en France, la police française, suivaient l'activité de Mohamed Boudia. Oui. Mais suivaient l'activité dans le sens politique.
Elle considère que les activités artistiques, tout ça, les réunions qui se faisaient dans le théâtre, etc., avaient un caractère politique qu'il fallait surveiller. Mais les services sionistes n'avaient pas réellement de photos ou de preuves physionomiques de qui était le responsable, qui était ce monsieur qui aidait en France et en Europe, qui était derrière. Donc on a avancé ces noms. Les documents suisses, par exemple, révèlent beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y avait Mohamed Boudia, en tant qu'ancien du FLN, du temps de la Fédération de France, etc. Donc c'était des renseignements qui s'échangeaient entre la France et la Suisse. Mais le jour où il allait renouveler sa carte de séjour au commissariat, c'est là où les choses ont réellement commencé. Donc il y a eu une fuite, disons une assistance, moi je dirais, de la part de certains policiers, surtout des policiers qui étaient liés à l'OAS, qui étaient très nombreux dans la préfecture de police. Et c'était à partir de là où les contacts commençaient à se nouer entre la partie française et la partie sioniste. L'adresse, c'est simple. L'étroitesse de cette collaboration permettait à savoir, donc à surveiller les déplacements. Et je pense avant même l'opération de l'assassinat, Mohamed Boudia bénéficiait de plusieurs semaines de surveillance et autres. C'est pour ça que le commando qui a été envoyé pour l'assassinat de Mohamed Boudia était assez consistant. Et à leur tête, vous savez, il y a eu Barak, l'ancien Premier ministre, qui était en fait maquillé en femme en plus. Mais il y avait une autre femme. C'est Raphaël. C'est une dame qui a fini ses jours en Afrique du Sud, dans toute impunité, etc. Sylvia Raphaël, voilà. Je pense qu'il nous faudra toute une émission sur l'assassinat. Effectivement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de zones d'ombre. De Mohamed Boudia. Donc, j'aimerais maintenant un dernier mot donc, sur cette pièce de Boudia, l'Olivier, une pièce très très intéressante. L'Olivier, le titre n'est pas aussi gratuit ni anodin. L'Olivier, d'abord, c'est l'arbre symbole de l'islam. C'est l'arbre de la culture. C'est l'arbre, puisque nous fêtons en fait, le nouvel an à Amazigh, c'est le symbole aussi de tous les Amazighs. De l'enracinement. De l'enracinement, n'est-ce pas, et de la culture amazigh. C'est aussi l'arbre en Palestine, c'est le symbole de la Palestine. De la Palestine, même si à cette époque, on n'était pas encore Boudia. On n'était pas encore pro-palestinien, voilà. Oui. Mais c'est un arbre que les Phéniciens ont ramené aussi au Maghreb. Voilà, donc ça c'est les liens. Les liens historiques et plus même. Alors, l'importance de cette pièce. Alors, l'importance de cette pièce, elle représente justement la lutte armée dans la campagne. Et la souffrance justement des masses paysannes et de toute l'importance de cette résistance. C'est là où vous avez un personnage, par exemple, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. C'est Kdour. Vous avez aussi le personnage de Zineb qui ne parle pas. Et Zineb, en fait, c'est la défunte jeune sœur de Mohamed Boudia, qui est morte précocement d'une maladie. Et vous avez donc des éléments, non seulement de l'histoire, mais vous avez aussi toute une texture programmatique de notre lutte de libération. Alors que Naissance montre l'autre dimension de la révolution de la lutte armée, c'est-à-dire la guérilla urbaine, la guérilla révolutionnaire. Donc, avec ces deux pièces, puisqu'il les a assemblées en deux, elles étaient d'abord publiées non pas pour lui-même, c'est-à-dire pour ses besoins en tant qu'écrivain, etc., mais c'était sa contribution à la révolution et à la lutte armée. Un dernier mot sur votre dernier livre que vous avez consacré, donc Mohamed Boudia. Mohamed Boudia,
combat inachevé Oui, Mohamed Boudia, œuvre inachevée. et œuvre inachevée. Bon, là, c'était en 2017. J'ai essayé de recueillir tous les éléments entre la jeunesse nationaliste de Mohamed Boudia et mener une sorte de prémisse d'enquête, aller sur les traces de l'assassinat et qui était réellement derrière, qui étaient les commanditaires, les commanditaires réels, et non pas les exécuteurs. Pour dire tout simplement que c'est un homme que c'est pas uniquement l'Algérie qui a perdu un tel monument, mais c'est tous les peuples en résistance qui voient que Mohamed Boudia n'a pas terminé son message et on ne l'a pas laissé, n'est-ce pas, achever ou aller encore plus loin. Je tiens à vous remercier vivement, M. Mohamed Karim Aswan, d'avoir donc répondu à nos questions. Je tiens à remercier également toute l'équipe technique du Studio 7 qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.